Mesdames, Messieurs, bienvenue sur BLTV. Nous sommes à nouveau en votre compagnie pour une cinquantaine de minutes. Nous parlerons aujourd'hui de 3 sujets majeurs. La recrudescence de la vindicte populaire au Bénin. Nous reviendrons sur le retour sur les lois sur le genre et la semaine culturelle en cours en ce moment à Paris avant la restitution de nos œuvres béninoises sera également à l'ordre du jour. Soyez les bienvenus, c'est un plaisir de vous retrouver avec la même pêche, la même bonne humeur et les mêmes chroniqueurs. Aboubacar Takou, bonjour. Bonjour, cher concert. Habib Dakpogan. Bonjour, Takou a perdu ses cheveux, sa barbe, et ça me dérange. Hein. C'est une vraie catastrophe. Ouais. Hein. Je vais te répondre par... Alors, Aboubacar Takou, qu'est-ce qui s'est passé? Pour les cheveux, mais naturellement, c'est une renaissance. Et c'est la manière aussi d'annoncer à tout le monde qu'il se peut bien que je sois candidat en 2026. Et tiens. Oui. On voulait un candidat Rasta quand même. Le président Talon n'ayant pas de fait. Oui, que dès que Talon va faire 10 ans, bon, j'ai un concurrent, Diakob Boudamasi, nous deux on va s'entendre pour prendre le pouvoir alors. Et ça méritait que les cheveux tombent. C'est une renaissance parce que j'avais gardé les cheveux par caprice pour montrer aux gens que je peux faire le vilain garçon. Mais c'était pas vilain. Bon, mais je faisais le capricieux, le vilain garçon. J'ai cru un instant que des gens allaient me juger à l'aune de cette tête-là. Et c'est le moment de remercier certaines personnes comme le président ABT, Adambi, le président de la République lui-même. Personne ne m'a jugé à l'aune de ces cheveux-là. On m'a toujours pris pour... Non, tu remercies les gens, pourquoi? Le bon garçon qu'ils ont supporté parce que... Déjà, on est rassuré, il n'y a pas de condoléances à... Non, parce que je veux bien comprendre. Voilà, parce que là, les remerciements... Non, j'avais cru au Bénin que les gens... Plus de remerciements non, attends, je les remercie parce que ils m'ont fait confiance. Parce que vous imaginez, je donne l'exemple, le ministre Adambi, c'est un ministre pieux. Et que j'aille à son domicile avec ses cheveux-là, je pensais que ça allait le heurter, mais apparemment, ça n'a rien changé à nos relations. J'ai dit, donc bingo, c'est bien. On va quand même saluer l'ouverture d'esprit de nos dirigeants. L'information, c'est qu'il est allé voir tous ceux-là. Tous ceux-là, exactement. Oui. C'est ça l'information. Et ils m'ont supporté. Pour le remerciement, tu peux t'en passer. Non, je dois les remercier. Et bien, le chef de Allez, l'État. après cette entrée en matière, nous allons aborder le premier thème à l'ordre du jour. Recrudescence des vindictes populaires au Bénin et l'Ouest Dogo, alors qu'il allait mériter sa croûte, a été confondu à un braqueur et brûlé vif. 2 jeunes Abanikwara se disputaient les charmes d'une demoiselle. Ils ont été pris à partie par leurs émotions. L'un a poignardé l'autre et la famille de l'un ou de l'autre est allée rendre justice donc en tuant à coups de caillasse et de massue le pauvre jeune homme qui a également rendu l'âme. Ces 2 faits qui se sont passés dans le nord du pays interpellent le Bénin entier à cristalliser les émotions et les attentions sur la toile. Aujourd'hui, il nous plaît de revenir donc sur ce phénomène qui revient dans nos villes. Tibour Sadagbe, tout de suite avec vous, j'aimerais savoir comment vous appréciez ces faits-là. La vindicte populaire, nous en avions vu les fureurs hein, il y a une vingtaine d'années, surtout à Cotonou ici. Parce que tout ce que vous dites, comme ça se passe au nord, peut-être que les gens ne s'imaginent pas ce que c'est. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux qui abondamment relayent des images insoutenables. Hein, c'est que ça peut être une vindicte populaire. On a vu la vindicte populaire à Cotonou avec les histoires de sexe qui disparaissaient, où tout Ivo était devenu un suspect potentiel, un voleur de sexe et tout. Et je ne souhaite vraiment à personne d'assister à une vindicte populaire. Je me demande comment l'homme réussit à se déshumaniser d'une seconde à l'autre. Parfois c'est si facile que vous voyez des gens qui jusque-là vous donnaient le sentiment d'être des hommes se transformer très rapidement en des animaux. Même si je dis des animaux, je ne sais pas, est-ce que les animaux ont quand même des règles, des principes, vous voyez? Donc quand vous arrêtez un voleur ou un suspect, d'ailleurs c'est celui qui dit que c'est un voleur, c'est le juge. Mais quand vous prenez un suspect, vous l'avez déjà désarmé, je suppose. Il n'est plus en mesure de nuire. Et que vous estimez que
présenter devant les forces publiques, devant la police ou devant la justice, vous arrache quelque chose. Donc il faut lui faire la fête, en même temps, la fête en guillemets, et que des gens viennent à coups de machette, en voyant le sang humain, même sang qui coule dans leur corps, en voyant un corps qui souffre, quel que soit ce que la personne fait, en ce moment c'est l'être humain que moi je vois. En voyant quelqu'un qui souffre devant vous, quel est le plaisir qu'on peut avoir? Quel est le plaisir sain qu'on peut avoir en ce moment? Surtout quand dans le cas de Dogo Éloi, on dit qu'il a passé plusieurs heures dans les mains de ces criminels. Mais comment un homme normal peut pendant des heures regarder une scène comme ça? Nous avons vu ici, je crois au début des années 90, la mort de Samuel Doe. Il y a une vidéo de Samuel Doe. Moi, j'ai une mémoire tellement fidèle que je me méfie d'enregistrer certaines scènes. Moi, j'ai regardé ce truc, j'étais encore tout jeune, et après, ça m'a hanté très longtemps. Alors, Tibius Adagbe parle des séquelles qu'on peut retenir après ce type de visionnage de scènes plus ou moins macabres. J'ai envie de vous demander, Habib Dakogan, comment des êtres humains on arrive au dépassement de soi pour approcher autant leur animalité? Alors, je pense que les foules ont un instinct de sauvagerie qui se multiplie rapidement. Les foules n'ont pas d'âme, mais elles ont des pulsions. Et c'est ce qui se remarque. Et il suffit deux personnes aient atteint quelqu'un et qu'on lui attribue le vocable de malfrat pour que tout le monde se rue là-dessus. Et la réflexion se perd lorsque l'effet de foule se multiplie. Et c'est d'autant plus cruel que ces individus qui se mettent ensemble pour agréger leur énergie destructrice avaient des ressentiments par rapport au vol, à la criminalité. Et je pense que l'État a le devoir d'être fort. Il faut que la justice soit ressentie. Il faut que la police existe. Parce que si la police existait, si on savait ce que c'était que la police, on n'en viendrait pas à porter la main sur un individu, à se faire justice. Et Tiburce a dit, il y a quelques instants, qu'il a vécu la scène de Samuel Doe. J'en reviens pas non plus. On l'a vécu tous. Et moi, j'ai vécu pire à Lokossa dans les années 99 à 2003, où le colonel civil Davy sévissait. Mais il sévissait en réaction à l'apathie des forces de l'ordre. Et il brûlait justement les malfrats devant les forces de l'ordre qui ne réagissaient pas. Donc, on voit la disparition de la force publique. Et partout où il y a la vindicte populaire, il faut soupçonner la disparition de la force publique. Il faut que la force publique renaisse. Alors, Habib Dakogan dit il faut que la force publique renaisse. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'on peut attendre des autorités compétentes et surtout de la justice? Vous voyez, quand quelqu'un qui trébuche casse un pot, il ne faut pas aller disserter autour du pot cassé, mais revenir un peu en arrière pour opiner sur l'obstacle qui a conduit à ce trébuchement. Quand tout le monde intervient sur la revendication populaire, je crois que nous devrons aujourd'hui, intellectuels, poser le problème autrement. Ne jugeons pas, ne perdons pas du temps sur la revendication populaire elle-même. Qu'est-ce qui crée la revendication populaire? Comment l'arrêter? Pour ma part, et Habib a pleuré un peu l'aspect de la chose, les hommes développent cet instinct grégaire, sauvage, que lorsqu'ils ont été victimes d'une situation. Lorsque la police est absente, je parle de la police. Que vous justifiez, Il faut justifier le comportement des gens, s'il vous plaît. Nous tous, nous faisons l'erreur de voir la criminalité, l'animosité que les gens déploient. Mais qu'est-ce que la base de cette animosité? C'est ça qu'il faut d'abord voir. Dans un premier temps, il faut que les pouvoirs publics
donne les moyens de protéger le citoyen afin que le citoyen n'accumule pas des frustrations. Imaginez, lorsque ta maison est dévalisée par un voleur, alors même que tu y dors, non seulement t'as volé, mais on t'a humilié. Parce que quand tu te réveilles le matin, toi un homme, avec ton épouse, tes enfants, que tu vois que tous vos biens ont été emportés par des voleurs, tu sens un coup dans ton être, dans ton orgueil. Tu gardes ça. Je crois que demain, dans la rue, si tu vois qu'on est en train de molester un présumé voleur, l'instinct grégaire en toi, étant entendu que la foule ne raisonne pas, elle raisonne, tu ne sauras pas quand tu vas être embastillé dans cette animosité. D'un, il faut vraiment faire en sorte que les populations se sentent en sécurité, primo. Secondo, comme l'État n'aura jamais les moyens de sécuriser chacun d'entre nous pour qu'on n'accumule pas de frustrations, alors là, il faut faire comme l'a fait le président Boniaï à l'époque. Lorsqu'il y a Vendée populaire, on vient, on identifie tous ceux qui sont dans le périmètre, on les punit tous. Si une loi est votée aujourd'hui pour dire qu'en cas de Vendée populaire, même les passants identifiés auront une grosse peine, je crois qu'il n'y aura pas de la foule. Et tant qu'il n'y a pas la foule, il n'y aura pas le déclencheur pour sortir l'animosité en chacun de nous. Et on pourra peut-être tenter de régler ce problème. Joël, je vais laisser quand même réagir parce qu'il y a une partie des propos de Aboubacar Takou qui me dérange un tout petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est justement par rapport à ça que je veux réagir. En réalité, il essaie de justifier en oubliant que la foule peut se déchaîner sur des choses qui n'ont rien à voir avec le vol. Par exemple, moi j'ai vu des déchaînements de foule après un match de football. J'ai grandi dans un quartier très chaud à Parakou et j'ai vu des fins de match où des gens ont sorti des pioches, des lance-pierres, des machettes et tout. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est une affaire de vol? C'est-à-dire un match où on estime que l'équipe, voilà, on refuse d'assumer sa défaite. Non, ça suffit. Je vais ajouter quelque chose. Ça va avec le cas de Bani Kwara. C'est l'accumulation de frustrations qui déclenche les animosités. Regardez le cas de jeune homme qui, se sentant jaloux, a poignardé l'autre. Vous ne pensez pas que ça donne une réaction de la part des parents? Janvier. Quelle est la frustration qui déclenche le hooliganisme? Le hooliganisme, c'est quand, lorsque tu sens que un parent à toi, un ami à toi, s'est fait violenter par un autre, tu rentres dedans, ça déclenche la suite. Non. Aïe, aïe, aïe. On sait par exemple que quand l'Angleterre joue, c'est connu. Il faut empêcher un certain nombre de personnes d'aller au stade parce que eux, ils sont des hooligans connus, répertoriés, fichés par la police. C'est déjà... Et eux, quand ils n'y sont pas, curieusement, il n'y a pas de problème. Curieusement, quand ils n'y sont pas, il n'y a pas de frustration, si je te comprends bien. Donc eux... C'est eux qui créent la frustration. Voilà, donc eux, ils sont des gens frustrés. C'est-à-dire, eux, non, ils ne sont pas frustrés. Il y a des gens comme ça qui vont créer la frustration entre les autres. Quand tu prends le public d'une équipe de football, on te dit, de tel côté du dégradé, ça c'est le Giltra. C'est organisé de telle sorte qu'on sait à peu près d'où ça peut venir. Oui. Marseille, par exemple. Et donc, quand tu descends chez nous ici, tu trouves des gens où, si la police fonctionne très bien, dès qu'il y a des problèmes dans certaines zones, on peut dire dans cette zone, si la foule doit réagir, c'est tel. Ils sont fichés, ils sont promus pour être des gens qui sont potentiellement. Oui, c'est eux qu'il faut maîtriser et régler le problème. Voilà, si non, la réaction de la foule là, ne dissertons pas autour de cette réaction. Mais tu sais que parfois, il y a des gens qui ont été attaqués simplement parce qu'ils étaient d'une certaine ethnie. Oui. C'est-à-dire, je crois que... J'aimerais vous demander à tous, par ces faits, on a parlé tout à l'heure plus ou moins de l'absence de la police, de l'absence aussi de véritable justice qui pourrait aplanir les frustrations. Moi, j'ai envie de vous demander, au-delà de la justice et de la sécurité, des forces de sécurité, quelle autorité morale, quelle autorité sociale, quelle autorité religieuse aujourd'hui peut revenir sur ces faits-là et sensibiliser les gens? Bon, moi, je pense que avant qu'on en arrive aux autorités morales, religieuses, il y a que nous sommes 20% de personnes qui ont une connaissance plus ou moins moyenne de la loi. Celui que nous voyons attaquer un innocent, enfin un présumé coupable, il ne connaît pas la loi. C'est clair qu'il ne connaît pas la loi. S'il savait qu'il pouvait être poursuivi
et privé de liberté, il ne ferait pas. Bon, donc, c'est-à-dire il y a une bonne part de l'ignorance. C'est-à-dire que les 80% qui votent là, et les autres vont prendre le pouvoir, ces 80%, ils ne savent pas pourquoi ils votent. Et ils ne savent pas pourquoi ils votent. Ils ne connaissent pas les lois. Eh bien, ils ne savent pas pourquoi ils font de la violence. Tu poses le problème de l'éducation. C'est l'éducation. Il faudra. C'est l'éducation à la base. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les lois sont en français qu'il ne faut pas les traduire en fond, en bariba et qu'on sort. Il faut que les gens soient éduqués. C'est essentiellement ça. Moi, j'ai un problème. Alors, quand je lis les réactions par rapport à la vindicte populaire dont le défunt Éloi a été victime, tout le monde dit justice pour Éloi. Oui, il y a un problème qui se pose. C'est comme si c'était réellement un voleur, personne n'aurait réagi. C'est comme si c'est son innocence en fait qui fait qu'on est en train de réagir comme ça. Donc on ne touche pas le problème, même s'il était voleur. Parce qu'aujourd'hui, et là, Tibour Sadagbe pose vraiment d'une pertinence lumineuse un véritable problème. Je suis persuadée que nous tous ici, si ça avait été un vrai voleur, on n'aurait pas eu la même réaction, autant que nous sommes. C'est justement ça que lui parle. Et voilà. Exactement. Voilà. Oui, mais c'est là qu'on m'a dit qu'il y a le problème. C'est là, parce que la foule, nous tolérons. Nous supportons qu'on brûle de vrais voleurs. C'est comme les gens finiront pas brûler. Oui, maintenant, pourquoi on le supporte alors? Pourquoi on le supporte? Pourquoi? Non, moi, je ne supporte pas, justement. Non, je parle du grand nombre. Le principe est acquis. Et qu'on dit oui, parce que les gens aussi volent, la police ne fait rien. Donc, oui, il a volé, on l'a vu, et on le Vous n'avez aucun pouvoir. Je vais encore aller plus loin. Oui. Récemment, on a vu en plein cœur de Cotonou une situation qui était digne de Far West, où on a abattu, sans plus conférir, des voleurs. La réaction a été l'applaudissement des foules. Ils ont Pourquoi? salué, C'est exactement ce que je disais. C'est ce que je disais aussi. C'est exactement ce que je disais. Ils ont célébré. Non, vous avez vu. C'est une sorte de vindicte. Nous allons. Il y a un instinct de justice dans chacun. Oui. Et on se dit, bon, justice est rendue d'une façon ou d'une autre, puisque un criminel est abattu. Mais c'est l'instinct. Après, il y a l'éducation. Moi, je ne peux pas aujourd'hui applaudir même si on a tué un criminel. Je ne peux pas applaudir. Au fond de moi, le premier instinct, je me dis, bon, c'est un criminel. C'est le premier instinct. Après, je me dis, je n'ai aucune preuve que c'est un criminel. Mes chers amis, quand la police tire sur des présumés voleurs, tout le monde a applaudi. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous avons accumulé de la frustration. Pour résoudre ce problème, je dis, il faut qu'on se sente en sécurité. Qu'il n'y ait pas de cas de vol qui humilie l'être humain. Tant qu'il n'y aura pas ces cas de vol. Si tout le monde est en sécurité, non. La police devait servir à quoi? Non. Si tout le monde est en sécurité. Il y a sécurité dans la sécurité. On peut être en sécurité. Si déjà, en cas de soupçon de vol ou de vol, la police est subitement sur les lieux, opère, détecte les malfaiteurs, je crois que ça va commencer par adoucir nos cœurs. Ce n'est pas une question d'éducation, ce n'est pas une question de religion et qu'on sort. Rappelez-vous que la menace qui nous guette le plus, c'est celle d'une guerre civile. Si on laisse. Non, je donne l'exemple. Non, pas nous au Bénin. Non, pas nous au Bénin. Pas nous au Bénin. Je pourrais donner 30 secondes. Le Rwanda, c'était un pays totalement catholique. On a vu jusqu'où ils ont viré. 30 secondes. Alors, vous savez, ce qu'elle a dit, c'est-à-dire où la police a tiré, a jonqué sur des malfrats et tout. On applaudit. La communication était mal faite. Comment elle a fait? La communication était mal faite parce que là, on a vu des policiers qui ont été célébrés pendant que les corps humains étaient par terre. Non. Pourquoi? Mais il fallait aller plus loin. Il fallait montrer que chaque fois qu'un être humain tombe, même si c'est avec les balles de la police, il y a l'intervention de la justice. Ça ne s'achève pas là. La police a tiré, mais la police rend compte au procureur. Parfois même, il y a ouverture d'enquête et tout. On devait même ouvrir des enquêtes contre ces policiers-là. Je suis convaincu que la procédure est en cours. Mais on a informé les gens que de l'acte où on a tiré sur les gens. Parce qu'il y a 2-3 jours, il y a un acteur américain qui, sur une scène, par erreur, Alec Baldwin. Oui, a tiré sur un des producteurs, je ne sais pas quoi. Une productrice. Vous savez, après, ça ne s'arrête pas là. On peut dire, oui, quand même, c'est vrai que vraiment, c'est dommage, c'est une erreur. Non. Le juge a dit non, que ça, il sera poursuivi. Parce que dès qu'un être humain tombe... C'est un homicide involontaire. C'est un homicide. Ça peut être volontaire ou involontaire. Je reste avec vous, Tibour Sadagbe. Malheureusement, le temps est parti. On a un carnet neutre aujourd'hui pour, qui se rajoute à nos 3 carrés. Vous restez quoi sur ce sujet? Non, d'abord, c'est rouge pour la population. C'est rouge pour tous ceux qui soutiennent ou qui essaient de justifier.
Et c'est rouge pour les forces de l'ordre qui n'ont pas pu intervenir. Attends, donc c'est rouge pour tout le monde sur la ligne. Et rouge pour nous-mêmes, leaders d'opinion, qui faisons comme si le gars était vraiment voleur, on aurait accepté la vindicte populaire. Alors, Adi? Mais c'est rouge, c'est tellement rouge que je sais le même pas quoi. C'est rouge comme le feu. C'est rouge comme la tunique de Takou. Même s'il justifie les actes, c'est quand même rouge. Non, c'est vrai que Takou a été cambriolé. C'est rouge. Il a averti le monde entier dans ce pays. Alors, on est tous d'accord qu'on reste sur un carton rouge sur ce sujet-là. Et je suis complètement d'accord qu'à partir du moment où la justice n'a pas dit le droit, aucun être humain ne doit être condamné à mort. Ça, c'est même pas discutable pour nous sur ce plateau. Les contours philosophiques ou les contours qu'on pourrait apporter pour essayer de justifier resteront juste des contours pour nous donner bonne conscience. Mais notre conscience, elle n'est pas bonne aujourd'hui. Nous sommes tous complices de ce qui arrive aux fils de ce pays. Et cela, les autorités tardent à réagir. Ce n'est pas bien. Ils doivent réagir. Ils doivent rassurer le peuple. Ils doivent nous montrer que nous sommes dans un pays encore où un être humain qui se lève pour aller gagner son pain ne peut mourir à l'aube gratuitement comme ça. C'est révoltant. Il faut que cela change et cesse. On se retrouve juste après ceci. Nous revenons dans ces studios en votre compagnie, chers téléspectateurs, chers, on va dire, chers quoi ? Chroniqueur. Chroniqueur. Ouais, cher grand forumiste. Cher grand forumiste. Alors, on a eu la loi portant modification du code de la famille, celle modificative sur la santé sexuelle et de la reproduction, et celle autre sur les infractions sur le genre, pour ne citer que celle-là. Alors, que vous inspire toutes ces loi prise au pas de charge et surtout sans véritable grand débat. Habib Dakou. Ah, ça, c'est un boulet que tu m'envoies là comme ça. Bon, ce que je retiens, c'est il faut qu'on légifère. Hein. Bon, donc on est en train de légiférer. Et il faut qu'on légifère, quitte à ce qu'on revienne sur les lois et qu'on les toilette, qu'on les réinterprète. Il faut qu'on légifère. Bon, donc c'est de bonne guerre que des lois sortent. Bon, maintenant, c'est vrai que la loi sur la santé sexuelle, elle est en débat plus au Parlement, mais dans la société, et c'est ça qui fait vraiment la vie ou la mort d'une loi. Bon, donc si elle sera viable, si elle sera modifiée après, on verra. Mais la loi sur c'est-à-dire, il y a une loi que certains sont en train d'interpréter comme la porte ouverte au mariage homosexuel. Bon, alors là, je pense que il faudra que on aille lire cette loi-là, parce que moi je l'ai pas lu. On aille lire cette loi et qu'on voit de quoi ça retourne. Et bon, si on peut s'en tenir à ce que le mariage soit le mariage naturel, tant mieux quoi. Je sais pas, j'ai pas lu la loi, donc je sais pas vraiment de quoi ça retourne. Alors, il y a une disposition qui a fait grand débat également, c'est la disposition qui parle de détresse matérielle, professionnelle, morale, qui permet à la femme d'avorter en toute tranquillité dès le moment où elle se sent justement dans cette détresse-là. J'ai envie de vous demander à tous les deux, pourquoi ça dérange autant que la femme puisse jouir de son corps comme elle l'entend, puisque c'est elle qui porte la grossesse en dernier ressort. Non, mais ce détail enfin, qui a été ajouté à la loi, quand on lit, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un détail. Finalement, ça veut dire dès que la femme veut. Et vous savez très bien quand même que la grossesse, une femme ne tombe pas enceinte de son propre fait. Enfin, une grossesse, a priori, c'est quand même deux personnes. Peu importe ce qu'elle peut reprocher au père de l'enfant. Parce que quand nous prenons la loi telle que c'est et qu'on efface totalement l'homme de cette décision, c'est qu'il y a un a priori négatif sur l'homme. Alors qu'il peut y avoir des conditions dans lesquelles une femme peut décider, et nous savons bien comment ça se passe parfois dans notre société, en disant, mais avant, c'est à moi qui l'a fait ça, ok, cette grossesse, je ne la porterai pas. Et puis ça suffit pour qu'elle ait l'autorisation officielle d'aller l'enlever. Nous savons quand même que
beaucoup de Béninois aujourd'hui ne seraient pas nés si leur maman avait eu cette liberté éthique, morale et tout, et maintenant juridique, d'avorter de leur grossesse. Beaucoup ne seraient pas nés, franchement. Et moi, c'est ce qui me gêne dans la vie. Moi, je ne parle pas de liberté. On a donné là à la femme un pouvoir qui la dépasse. Pourquoi? Si la femme, on doit effacer ces aspects-là de la loi, hein. Il faut la revoir, qu'on veuille ou pas, on va finir par en arriver là. Parce que quand on donne à la femme le pouvoir... Je comprends même pourquoi il a enlevé. Là maintenant, laissez-moi finir. Il avait mis le turban. Oui. Oh, non, il fallait. Là, c'est l'État islamique même qui parle. Non. Ça, c'est l'État islamique même qui parle. Non. Quand on donne ce Tout pouvoir à à fait la femme, d'accord. vous imaginez, lorsque, dans nos sociétés, tu apprends qu'une femme est tombée enceinte de toi, par rapport à ton âge, ton expérience, ça fait un choc. Tu te recroquevilles en toi d'abord dans le premier temps. La femme peut prendre ça Tu pour... la prends par SMS. Non, après, c'est grave. La femme peut mal lire ça et voir en toi le garçon tout chouchoutant qui lui parle dans les oreilles, se retire comme ça, va dire, mais tiens, est-ce qu'il ne faut pas avorter? C'est ça l'instinct, la première réaction des femmes. Ouais. Donc, il faut tenir compte de tous ces détails. Mieux, qui est heureux dans ce monde? Personne. Si la femme doit décider de ce qu'elle n'est pas heureuse ou pas, c'est trop lui donner. Qu'elle se sente enceinte, qu'elle te dise, ben attends, le gars, il n'a pas encore une bonne situation financière au boulot, alors que pendant ce temps, le grigou qui est à côté lui dit, tu vois, tu es enceinte, alors que je m'apprêtais pour t'offrir une voiture, elle va demander à se faire avorter. Non, il faut enlever ces détails-là de la loi, parce que ce n'est pas des détails, c'est des puissances qu'on offre à une femme qui n'a pas cette conscience pour tenir ce pouvoir. Bon, comme on a déjà la loi, je ne vais pas faire la défenseuse des femmes, on a déjà la loi pour le moment, donc je vais essayer de ne pas leur répondre, vous allez ne pas m'en tenir rigueur, hein, ok? Alors, Abou est prêt pour qu'on vote toute cette loi. C'est pour ça que je dis pour le moment, nous avons la loi. Mais ce que j'ai en attendant qu'on retouche. Mais ce que je n'ai pas compris, un peu pour choquer un peu Abou, mais il paraît qu'il y a un imam qui est député. Alors moi, je veux avoir une idée très claire sur son vote. Il a voté quoi? Je ne suis pas ici comme représentant de la communauté musulmane. Il a même fait un audio très partagé. Lui, parce qu'il est habillé comme ça, je veux bien savoir. Alors, c'est vendredi. Alors, Habib Dakogan, aujourd'hui, c'est au nom du père. Mais aujourd'hui encore, c'est peut-être au nom de la mère qu'un enfant peut se revendiquer. Vous en dites quoi? Oh, mais c'est bien, j'ai rien contre. Comment ça? J'ai rien contre. C'est peu, on a dit peu. Non, on a dit peu. Bon, c'est pas obligatoire. Bon, donc mais c'est une question. Oui, parce que ça aide des femmes qui se retrouvent en face d'hommes qui refusent d'assumer la paternité et qui, contrairement aux copines de Abou, ne veulent pas avorter, veulent bien garder l'enfant, lui donner leur nom. La loi ne le permettait pas avant. Aujourd'hui, elles pourront donner ce nom-là à ces enfants-là. Le gain, c'est que son enfant ne soit pas considéré comme un enfant bâtard. Aux yeux de la loi, il est complètement dans les... Mais chez nous, dans notre sociologie, un enfant bâtard, c'est qui? C'est celui-là qui n'a pas de père. Et justement, si l'enfant porte le nom de sa mère, tu penses qu'il ne sera pas bâtard? Non, mais on pourra aujourd'hui, la loi permet de ne plus justement avoir ça, puisqu'on dira, oh, elle n'a pas voulu donner le nom du père, l'enfant a voulu garder le nom de sa mère. Vous allez voir, je vous donne encore 50 ans. Si un enfant porte le nom de sa mère, même dans la famille de sa propre mère, il sera traité comme bâtard. Non, mais il y a des enfants qui portent le nom de leur mère. Hein, et puis, et ça dépend de qui? Non, ça dépend de qui, là? De l'enfant ou de la maman? Non, mais ça dépend de la maman. En tout cas, moi, je sais que dans les jours à venir, il y a des papas qui vont même voir leurs enfants décider, retourner en arrière pour changer leur nom, pour avoir le nom de leur mère. Mais ce que moi je dis pour appuyer à vous, c'est que moi je veux bien qu'on ait des lois, n'est-ce pas, pour régir notre société, mais il faut que les lois évoluent avec la société, avec le niveau de la société, parce que si vous allez copier des lois en Europe, en Allemagne, en Scandinavie et tout, que vous envoyez pour que les députés votent ici à 4 h du matin, à 5 h du matin, enfin, comme eux tous n'ont pas de médicaments à prendre la nuit, il y en a toujours qui sont là, qui votent, mais qui ne comprennent rien. Et c'est après, c'est dans l'explication, dans l'application de la loi, que vous retrouvez même parfois des gens qui vont voter, qui sont très surpris de voir les effets pervers. Parce que notre société, on pourrait en arriver là. Donc on sait dans quoi nous vivons. Alors, Tibu Sadabé pose un problème. Hein. Moi, je vois les incidences, en fait, de ces lois-là,
qui relève un peu l'intention d'imposer plutôt le matriarcat, donner beaucoup de puissance et de pouvoir à la femme, concentrer en tout cas dans la femme qui était un peu considérée comme le sexe faible, un sexe aujourd'hui égal à l'homme, revendiquant les mêmes droits dans la société. Alors, je vous demande à tous les deux, quelles sont selon vous les incidences justement de cette avalanche de lois-là sur la société? Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. À partir du moment où la loi votée elle-même a prévu les circonstances de sa relecture, quand viendra le moment, on va se voir autour du bon table pour discuter de comment il faut reprendre ces lois-là pour les rendre à l'image de la société. De notre société. Non, c'est ce que je disais au début. Les lois, c'est bien qu'on ait les lois, mais peu importe qu'on les ait votées à 4 heures du matin, il faut quand même qu'on ait les lois. Et le temps travaille toujours sur les lois, et les lois qui vont disparaître, disparaîtront. Celles qui ne pourront pas être appliquées, comme il y en a toujours, vont rester, ne seront pas appliquées. Et voilà. Maintenant, ce que je veux ajouter, c'est que moi, je souscris à des lois qui sont votées en faveur de façon explicite en faveur de la femme aujourd'hui, pour au moins essayer de rééquilibrer un peu une société trop féodale, phallocrate. féodale. Pensez-vous que la loi fait la morale? Non, la loi ne fait pas la morale, mais la loi est sécrétée par la morale. C'est-à-dire que la loi, c'est la communauté qui sécrète la loi. Je ne suis pas juriste, mais je me dis, il y a des lois qui ne seront pas applicables. Bien sûr. Mais une loi, pour ne pas être applicable, tant qu'elle existe, elle est une loi. Elle s'impose. Elle s'impose. Vous voyez, quand il y a eu le débat, ici sur le code de la famille, à l'époque, il y a eu énormément de bruit. Je crois que c'est pendant les débats que beaucoup se sont rendus compte qu'ils sont par exemple musulmans et que eux, ils ont de façon religieuse le droit d'avoir plusieurs femmes. Qu'il fallait intégrer des nuances. On continue d'avoir plusieurs femmes, malgré la loi. Mais tu sais qu'aujourd'hui, on parle de quoi? De rupture abusive, de fiançailles. C'est ce que ça suffit. Non, mais là, on est entré, parce qu'il faut expliquer tout ça. Hein. Les gens ne comprennent pas encore ce que c'est. Ce n'est plus le mariage, ce n'est plus un divorce normal qui t'amène au tribunal. Désormais, tu as baratiné, tu as blagué la petite. Nadia. Et tout. Pourquoi est-ce que tu fais la petite comme ça? Elle considère que... Ah non, toi aussi. Elle considère que... Parce que la loi... Non, mais c'est lui. Pourquoi il faisait la petite comme ça? Non, mais il a donné le nom. Donc, parce que tu sais, ça fait sérieux, la loi ça. dit que les fiançailles, la connaissance des parents, tu vois, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui ont très peu de scrupules. C'est-à-dire, il peut mentir à la femme jusqu'à aller connaître ses parents, il va dans la maison gratuitement, et tout. Qui les juge. Et alors c'est un badaud. On considère là que les parents t'ont vu, ils t'ont accepté. Et que donc, on peut considérer que c'est une connaissance des parents. C'est consommé. Mais tu sais, le problème, c'est qu'à partir de là, ça s'appelle fiançailles. Pourquoi ça dérange, ça, par exemple? Qu'on rende un peu plus responsables les hommes. Non, justement, le mot, c'était tout à l'heure, quand tu veux baratiner la petite. Qui ça dérange? Justement, moi, je sais ça dérange. En réalité, qu'on emmène les hommes à être responsables et moins baratinants, ça dérange. Le temps permettra à tout le monde de comprendre. Une seconde, le problème est où? Vous savez bien que je ne suis pas particulièrement concerné. Ah, comment? Non. Mais je veux juste m'assurer que... Reprends d'abord, tu es considéré comme tout le monde. Je veux juste m'assurer que les gens savent qu'il y a une loi comme ça et que c'est ce que la loi dit. Enfin, pour qu'il n'y ait pas des quiproquos. Oui, on va se la prendre à plein bec. Le débat, comme l'a dit Carole au début, le débat en amont n'a pas été fait. Vraiment. La société n'a pas été préparée. On a préparé donc, personne. du coup, après, alors, je reste avec Tiburce Sadagbe. Tu vas dire à Nadia que non, maintenant c'est bon. De quelle Nadia vous parlez sur le forum? Elle peut se dire, mais attends, le grand forum est devenu quel forum? Non, il a donné. Alors, il n'y a pas de Nadia dans le plateau. Non, il n'y a pas. Les problématiques, alors, Tiburce Sadagbe, je vous donne un carton neutre. C'est la fiancée de Titeuf. Pour manque de neutralité. C'est la fiancée de Titeuf, Nadia. Alors, Tiburce Sadagbe, on donne quel carton à ce sujet? Quoi, au fait que... à toute l'avalanche de cette loi qui ont été... Non, je suis méfiant. Je mets un jaune. Un jaune, très bien. Méfiant aussi, jaune. Jaune.
Ouais, je mets un jaune. Il faut qu'on explique Voilà, les il faut lois. qu'on explique. Et pareil, hein, je crois que le jaune l'emporte malgré tout parce que il y a eu énormément de lois en très très peu de temps. Et j'avoue qu'on s'y perd, même les intellectuels s'y perdent. Si nous, les intellectuels, avons déjà du mal, quand je dis intellectuels, nous sommes un peu allés à l'école, avons du mal à appréhender ces lois-là, je me pose la question pour celui qui est loin, loin, loin dans son hameau Non, là-bas. le vulgarisateur d'à côté. Comment il appréhende ça? Donc, on invitera nos autorités, en tout cas, à beaucoup plus de Et puis quelqu'un a dit sensibilisation. que les lois s'annulent. En tout cas, J'ai suivi un audio où ça ouvre un prêtre disait un que autre débat. Toujours que ce est-il qu'on que, donne, il y a une autre loi qui vient reprendre. toujours est-il qu'on espère, en tout cas, que les députés qui nuitamment ont pris l'habitude de nous faire découvrir Gavé de lois. ces lois au réveil, prendront leur bâton de pèlerin pour aller le plus loin possible dans nos hameaux pour sensibiliser nos populations sur ces séries de lois qui, quoi qu'on dise, mettent la femme en tout cas aujourd'hui dans une meilleure condition. On souhaite beaucoup de courage à ces députés-là et on leur souhaite de prendre leurs médicaments de jour, pas de nuit. Parce qu'il y a d'autres Et, lois encore. Parce qu'il y a d'autres lois justement à venir. Laquelle, par exemple, Donc de faire le stock de médicaments. Nous ne bougeons pas, nous vous laissons regarder ceci et nous reviendrons pour le troisième thème juste dans un instant. Nous sommes de retour dans ces studios. Il est organisé une semaine événementielle du mardi 26 au dimanche 31 octobre 2021 qui met à l'honneur les arts, la culture et les traditions du Bénin. L'exposition Bénin, la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey va s'accompagner d'un temps de change et de débat avec à la clé la tenue d'un colloque scientifique international et d'une matinée de rencontres et de discussions sur les projets muséographique au Bénin. J'ai envie de vous demander tout de suite comment vous appréciez cette transition avant même le grand retour de nos œuvres aux trésors royaux. c'est ce qu'on disait, il faut toujours préparer le terrain. Et cette rencontre participe de cette préparation du terrain qu'il nous faut toutes les fois où nous allons accueillir du nouveau. Parce que c'est de l'ancien qu'on veut accueillir un nouveau aujourd'hui. Donc il fallait qu'on en discute, il fallait que tout le monde sache à quoi cela requiert. Nos œuvres, elles étaient pour qui, il s'agissait de quel type d'œuvre, pourquoi ça a été gardé. Il faut que les Béninois, autant que nous sommes les jeunes comme les plus grands, arrivent à appréhender le concept avant que ces œuvres ne viennent, afin que nous leur donnions la valeur qu'elles méritent. Alors ici, on parle de 3000 œuvres qui concernent le Bénin. On n'a que 26 œuvres qui rentrent là. Quand on parle du Sénégal, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on va dire qu'on est les parents les plus vernis de cette transaction culturelle. Comment vous voyez le retour de ces 26 œuvres qui sont en réalité, quand on y regarde de très près, pas grand-chose, on dira? Déjà, je suis très satisfait. Je tire un coup de chapeau au gouvernement et au président de la République. Merci. Tu dis merci pourquoi? J'aime l'honnêteté. Non, mais attends. Là, maintenant, donc, carrément, c'est toi qui es Patrice Talon. Je dis, je félicite le président de la République et il dit merci. Ah non, parce que si tu fais ces raccourcis. Je vous ai dit que c'est candidat, non? En fait, c'est d'abord pour le symbole. Vous voyez, c'est le symbole. Parce que à partir même les 3000 œuvres à Cotonou et tout. Après, vous allez voir, c'est un autre débat. Moi, j'ai ma position dessus. Mais pour l'impulsion, le signal, je crois que c'est déjà une réussite. Que les gens comprennent que ceux à qui les œuvres ont été volées, arrachées, pillées, tout, existent. Hein, existent et tout. Ça, c'est bien. Mais après, je me dis, quand la semaine sera passée, que les œuvres vont venir ici, on va bien voir, hein, en 2 mois, 3 mois, le nombre de fois que Carole ira les regarder, Abou ira les regarder, moi, tout. On n'a pas cette culture. On sait qu'on n'a pas cette culture et tout. Et moi, je voyais la chose même autrement. Je me disais que si le titre de propriété d'une œuvre est reconnu, pour moi, c'est à 90% à régler le problème. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé où il y a une grande coopération entre les musées de par le monde.
on ne vit pas en autarcie. L'autarcie culturelle aujourd'hui n'existe plus. Donc même quand vous créez une œuvre ici, tout ce dont vous rêvez, c'est peut-être d'aller l'exposer à l'autre bout du monde. Et donc, je me dis que j'espère bien qu'on ne va pas venir mettre ces œuvres-là juste ici. Parce que si on les ramène juste pour que ces œuvres restent ici, strictement ici, ce serait vraiment une bête. Il faut qu'on trouve le moyen de permettre à ces œuvres de circuler, même de retourner de temps en temps, même au musée Quai-Branly là, quitte à ce que ce que ça génère, nous reviennent avec les quotes-parts connus par les acteurs du monde culturel. À mon avis, c'est ça. Beaucoup pensent que, oui, c'est bon, on va nous ramener la statue du requin et tout, oui, c'est pour nous. Bon, tout ça là, c'est émotionnel. Parce que quand on va ramener ça 2-3 jours après, on sera passé à autre chose, on va l'oublier. Alors, Tibu Sadabé pose une crainte. Hein. Il dit, on gagnerait véritablement quoi à faire rapatrier des œuvres dont les Béninois ne connaissent pas véritablement, non pas la culture des musées, la culture de l'art même en général. Est-ce qu'il n'est pas mieux de garder ces œuvres-là, de continuer de les garder, mais d'en devenir propriétaire? Je crois avoir suivi les ministres qui étaient chargés de cette opération-là dire que le désir du chef de l'État autour de ces œuvres-là s'inscrit dans un processus. Il est en train de faire de la culture un des piliers de son PAG. Et ces œuvres-là entrent dans ce processus-là justement parce que quand on parle de routes des pêches, cités balnéaires et compagnie, et de musées en construction, il faut bien que ces musées-là justement aient des objets, sinon les touristes viendront voir quoi? Donc cela s'inscrit dedans. Alors, est-ce qu'on continue de se dire, pour la qualité, je sais pas, les conditions de conservation, est-ce qu'il y a des craintes de faire revenir ça? Pour la fluidité, le passage des Béninois dans ces musées-là, qu'est-ce qu'on y gagne? Vraiment, j'ai besoin de... C'est beaucoup de choses. Hein. Moi, je pense que au-delà de l'aspect touristique, parce que les œuvres vont venir, on va les exposer, on ira voir, on va gagner de l'argent parce que ce sont nos œuvres. Il y a le symbole du retour qui pour moi est important. Le grand retour des œuvres qui sont parties en période d'exploration coloniale. Depuis 129 ans, les œuvres sont parties, ont été pillées et qui reviennent. Le symbole du retour est important pour le Béninois que je suis, moi. J'ai besoin de savoir que une partie de mes ancêtres a fait le grand retour, ne serait-ce que symboliquement. Et je n'aimerais pas que, pour des raisons de mauvaise conservation, ces œuvres se retrouvent ailleurs. Elles sont chez elles. Maintenant, je ne crains pas grand-chose par rapport aux inquiétudes soulevées par Tiburce quant à la conservation, étant donné que ces œuvres rentreront dans un programme de musée, un grand programme touristique qui permettra aux touristes de venir regarder, aux Béninois de regarder aussi. C'est vrai que la population, je parle toujours des 80%, et même plus, nous, la plupart d'entre nous, bon, on irait un mercredi soir, sincèrement, on n'irait pas au musée, on irait prendre la petite bière à côté et puis passer à autre chose. Mais le retour de ces œuvres et une communication du théâtre autour, des conférences autour, ça va faire renaître un instinct de fierté qui fera que, en voyant les touristes venir, on ira voir. Mais de toute façon, ces œuvres, si elles reviennent, elles ne doivent pas repartir. C'est un symbole fort de retour de nos ancêtres. Habib Dakogan dit, le fait de se dire que ça revient, c'est historique. On ne peut que s'en réjouir. Et on doit encore plus se réjouir même de se dire que ça reste enfin sur la terre d'origine. On va au-delà de cela. Il faut aller au-delà de cela. Il faut repenser la question du tourisme culturel. Moi, si j'avais la possibilité, la fortune d'aller devant une certaine tribune, je vais poser le problème autrement. Il faut d'abord qu'on puisse s'entendre avec ceux qui nous les ont volés pour qu'on authentifie les œuvres comme appartenant à tel pays. Et maintenant, on va
rêver d'un tourisme, d'un projet de musée, et passez-moi le thème, de musée déplaçable. Itinérant, c'est le mot itinérant. Et qu'on ait une agence internationale qui s'occupe de ça, afin que des œuvres de la Côte d'Ivoire, de la Belgique, de Nicaragua puissent se retrouver une fois, un jour en Côte d'Ivoire, afin de révéler la Côte d'Ivoire au monde entier, que les touristes, les amateurs de visite de grandes œuvres puissent se déplacer vers la Côte d'Ivoire, comme on le fait de la francophonie. La francophonie, elle est d'essence française pour la culture de la langue française. Néanmoins, ils ont réfléchi à faire en sorte que le Bénin, la Côte d'Ivoire abritent régulièrement des conférences de ce type. Il faut qu'on arrive à avoir un truc culturel ambiant, un musée itinérant, pour que ça circule partout. Ça va vivifier cette économie relative à ces œuvres-là. Et je crois que les leaders doivent penser un peu à ça et on va gagner le grand profit. Je reste avec vous pour savoir quel carton vous donnez à ce sujet. Oh, nickel, du verre propre. Ça, il faut remercier le président Patrice Talon pour cette initiative. Le premier sujet, c'était du rouge. Le deuxième sujet, c'était du jaune. Et là, je crois, je sais pas, quelque chose me dit que... Ce sont nos couleurs. Oui, en plus. Alors, toujours Sadagbe, quel carton? Non, d'abord, j'appuie ce que Abou dit là, parce que aujourd'hui, la coopération muséale internationale est si intense que aucune œuvre ne gagne à rester sur place. En fait, ce que nous avons fait de bien, c'est de réussir à établir un type de propriété sur les œuvres. Après, que ce soit en France, au Bénin, n'importe où, l'essentiel, c'est que ces œuvres portent très officiellement notre identité. Et que si ça génère quelque chose, ça nous revient. Donc, oui, je donne un verre clair. Un verre clair. Limpide. Aviv Dakogan, j'aurais juste besoin du carton à donner. Oui, mais c'est un verre, mais je précise que les œuvres doivent rester au Bénin. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nos œuvres rentrent bientôt le 10 novembre, rentrent définitivement à la maison. On va espérer que les avis qui ont été émis soient entendus, que ce soit un tourisme itinérant ou un tourisme statique. L'essentiel, c'est le Bénin qui gagne ce retour-là, ce retour qui nous remplit de fierté. Moi, j'ai vu un peu comment ça a été suivi au Quai Branly dans la journée d'hier. La mobilisation était générale et les cœurs et les gemmes qui s'envolaient. Dans la journée de mercredi. De mercredi, voilà. Alors, les cœurs qui s'envolaient marquaient véritablement un patriotisme que j'ai rarement vu. Donc, c'est vrai que tout le monde est très content de ce retour-là et du leadership, autant du leadership du président français que du leadership de notre président. Et donc, de notre président. Que Takou remercie. De notre président, que nous remercions tous. Il vaut mieux remercier Takou. Voilà, et nous remercions donc Takou qui se sent très concerné quand on dit Patrice Talon sur ce Oh non, Ah ben oui. je suis pas vous mentir. Mesdames, messieurs, moi je crois que c'est plus simple. c'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Nous remercions la production qui nous a accompagnés tout le long de cette émission. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. À très vite.